Et celui-ci aussi. Bien, chers amis, prenez place. J'appelle à mes côtés mes camarades de jeu de ce matin, Mathilde Imer, Thierry Baudet, David Jais et Patricia Nance. Si vous voulez bien me rejoindre. À ma droite. Bien, nous allons entamer la dernière matinée de ce long forum. Et pour cette dernière matinée, nous avons deux débats. Juste après celui-ci, une discussion sur l'engagement et la citoyenneté. Et pour entamer cette matinée, donc une discussion que j'ai le plaisir d'animer, qu'on a intitulée « Gouverner avec les citoyens ». Ceux qui aiment l'histoire politique du XIXe siècle se souviennent probablement de la formule fétiche des Saint-Simoniens « Il faut préférer l'administration des choses au gouvernement des hommes ». Eh bien, c'est presque exactement le contraire qu'on va illustrer devant vous ce matin. Pourquoi gouverner avec les citoyens? L'idée la plus classique du gouvernement, c'est le gouvernement des citoyens, ce n'est pas le gouvernement avec les citoyens. Et néanmoins, les 4 personnes que vous voyez à mes côtés ce matin, je peux me compter parmi elles parce que j'y ai participé aussi, ont à un titre ou un autre l'expérience d'un autre fonctionnement, qui est justement d'associer le plus étroitement possible des citoyens, des citoyennes et des citoyens à l'élaboration d'une décision publique, voire à l'exécution d'une décision publique. Je vous les présente dans un ordre un peu aléatoire. Patricia Nance, à ma droite. Patricia qui est allemande, politologue, qui s'occupe de l'Agence de sûreté des déchets nucléaires, mais qui est également à la tête d'un laboratoire de gouvernance collaborative, qui est une grande spécialiste de l'innovation démocratique et des processus de participation du public. Mathilde Imer à ma gauche. Mathilde était membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, au sein duquel nous avons collaboré. Mathilde est une militante sur des questions climatiques et écologiques. Elle a été également à l'initiative de la primaire populaire dont vous avez parlé. Thierry Baudet, dans l'ordre protocolaire, c'est lui qui aurait dû être le premier. C'est tout de même le président de la 3e chambre de la République, le Conseil économique, social et environnemental, qui est aujourd'hui l'institution qui organise les conventions citoyennes. Mais c'est également une institution qui a une plus vieille histoire avec les consultations citoyennes, puisque le CESE recueille des pétitions et se saisit de ces pétitions pour nourrir, alimenter certains de ses avis. Tu nous diras où vous en êtes sur chacun de ces fronts. Et puis enfin, David Jais, qui est inspecteur général des finances, qui est également connu comme auteur de nombreux ouvrages et essais. Et David, toi, tu t'es trouvé rapporteur général du Conseil national de la refondation, le CNR, dont on a vu souvent à l'échelle nationale surtout ce qui se passait à Paris, mais en fait, ça a été tout à fait autre chose, le CNR, des CNR thématiques sur la santé, sur l'éducation, en région. Tu as beaucoup circulé en France et tu as essayé, je crois, je le dis sous ton contrôle et tu nous diras si c'est le cas, d'expérimenter des formes d'action publique contractuelle avec les acteurs du territoire. Voilà, alors... On va reprendre dans l'ordre protocolaire. Cette fois-ci, c'est à Thierry Baudet que je donne la parole. Je vous propose un premier tour de parole sur ce que vous avez fait, les uns et les autres, dans ce domaine d'une gouvernance plus associative avec les citoyens. Thierry. Merci, merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, le CESE, Conseil économique, social et environnemental, c'est une assemblée consultative de rang constitutionnel. On y retrouve les grandes organisations de la société française, les partenaires sociaux, les grandes associations, les grandes ONG. Et notre rôle traditionnel, le CESE canal historique, vise à émettre des avis
en réponse à des sollicitations du gouvernement, du Parlement, c'est plus rare, et on a aussi une capacité d'autosaisine. Mais il se trouve que cette assemblée de la société civile organisée a été réformée par une loi de 2021 qui nous invite à devenir le carrefour des consultations publiques. En d'autres termes, les citoyens engagés dans les organisations représentées au Conseil s'attachent maintenant, pour enrichir leurs travaux, à associer des citoyens sous des formats très divers. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, au quotidien, quand on travaille sur des avis, on sollicite des Françaises et des Français. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples très rapides. On est en train, par exemple, de travailler sur des questions agricoles, sur la question de l'élevage. Eh bien, on travaille avec des éleveurs qui viennent participer à nos travaux sur site. On a fait un travail récemment sur les mobilités douces en zone rurale. On initie des plateformes numériques pour permettre à des citoyens de pouvoir contribuer aux questions qu'on se pose, et on en sélectionne un certain nombre qui viennent travailler avec nous dans le cadre de journées délibératives pour enrichir nos travaux. Actuellement, on a un travail en cours sur le financement de la perte d'autonomie. Il y a une quinzaine de Français qui ont été tirés au sort, qui sont pleinement intégrés dans les travaux de notre commission et qui, pendant 6 mois, vont travailler avec les conseillers. Et puis, il y a la superproduction de participation citoyenne, celle qui attire notamment le regard des médias, les convention citoyenne. Et après la convention citoyenne climat que vous aviez portée, on a maintenant la responsabilité d'en organiser, et à la demande du gouvernement, on a conduit un exercice de convention citoyenne sur le sujet de la fin de vie entre décembre 2022 et fin mars 2023. 185 citoyens tirés au sort pendant 9 week-ends de 3 jours se sont attachés à cette question de la fin de vie, se sont interrogés sur le fait de savoir si le cadre légal existant répondait à l'ensemble des situations rencontrées par nos concitoyens, ou si, le cas échéant, il fallait le faire évoluer. Et puis, dernier élément pour ce premier tour de parole, des citoyens eux-mêmes peuvent nous solliciter. On peut être sollicité par voie de pétition. Aujourd'hui, depuis 2021, 150 000 citoyens âgés de 16 ans et plus peuvent saisir le CESE par voie de pétition. Pour être très honnête avec vous, moi, ça fait 2 ans que je préside le Conseil. Depuis 2 ans, nous n'avons pas été amenés à nous saisir d'un sujet qui nous aurait été apporté par voie de pétition. On est très loin aujourd'hui des 150 000 signatures, notamment pour des raisons techniques. Moi, je me suis un peu bagarré avec la CNIL. Je considère que les conditions qui sont réunies pour que les pétitionnaires puissent pétitionner sont trop complexes et, de mon point de vue, dissuasives. Néanmoins, c'est pour nous, ce site de pétition, ce n'est pas satisfaisant ce que je vais dire, mais c'est néanmoins un site de veille tout à fait extraordinaire pour essayer de percevoir quels sont les sujets de préoccupation des Français. Et déjà, lors de la mandature précédente, mes collègues s'en étaient emparés. On avait notamment fait un avis sur les déserts médicaux et un autre sur la situation de l'hôpital. Ça venait vraiment de sites de pétition. On voyait que ces sujets montaient très fortement. Et pourtant, la situation s'est améliorée, parce que dans le premier texte de loi qui portait là-dessus, il fallait que vous réunissiez 500 000 signatures au format papier. Autrement dit, que c'était absolument impossible. Donc on progresse quand même. Dans 10 ans, probablement, on aura les moyens de faire. Mathilde Dimer, il y a un sujet qui vous est commun à tous les deux, c'est les conventions citoyennes. On avait une discussion en aparté avec Thierry Baudet tout à l'heure. On se demandait quand ça finit vraiment une convention citoyenne. Dans le cas de la fin de vie, bon, on attend la réponse du gouvernement, le projet de loi, etc. Est-ce que tu as un avis sur cette question, juste pour entrer en matière? Bonjour à toutes et tous. Je
Je pense que ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des propositions de loi climat et justice sociale, pour moi, ça se finit avec le projet de loi qui a eu lieu suite à la Convention citoyenne. Par contre, si on regarde plus dans le temps sur le processus démocratique, moi, c'est pour ça que je dis souvent que, à mon sens, la Convention citoyenne pour le climat est un échec d'un point de vue de ce que Emmanuel Macron a fait en tant que président de la République, ce qui reste dans cette loi, où il ne reste que 10% des propositions qui ont été faites par les 150 citoyens tirés au sort. Néanmoins, c'est une réussite sur le processus. C'est la première fois qu'en France, on avait 150 citoyens tirés au sort qui devaient aboutir à des propositions liant climat et justice sociale, écrire la loi, et ils ont réussi. Beaucoup de gens nous disaient « mais ça va foirer votre truc, ça ne marchera pas ». Et à la fin de la 3e session, je peux vous dire qu'avec Thierry et les autres membres du comité de gouvernance, on n'était pas très serein sur le fait que ça fonctionne véritablement et qu'il y a eu un moment de bascule à la 4e session. Et de ce point de vue-là, moi j'ai l'impression que ça ne finit jamais, dans le sens où on a vu qu'il y a d'autres conventions citoyennes qui ont été organisées, notamment au CESE, à l'échelle nationale, mais surtout plein de conventions citoyennes qui ont été lancées au niveau local, où pour le coup, j'ai quand même l'impression que les politiques jouent aussi plus le jeu de la mise en œuvre des propositions qui sont faites par les citoyens. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même une réussite d'avoir changé un certain nombre de pratiques qu'on peut avoir au niveau national comme à l'échelle locale. Merci beaucoup. Alors, on va passer de l'autre côté du Rhin. De l'autre côté du Rhin et peut-être un peu aussi de l'autre côté des Alpes, parce que je sais que Patricia a également des origines italiennes. J'aimerais connaître ton point de vue sur ces expériences, mais aussi que tu nous dises comment ça se passe en Allemagne. Tu as participé à des initiatives importantes, je pense notamment à la commission charbon. Qu'est-ce que tu peux nous dire des expériences qui se sont déroulées en Allemagne et qu'est-ce qu'on peut en retenir si on veut capitaliser un peu aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bon, d'abord, je crois que ma première expérience, moi je me suis toujours occupée comme Mathilde entre la participation citoyenne et la transition écologique et les questions de climat. Donc ma première expérience il y a 10 ans, c'était sur faire un pilote pour la participation des citoyens pour créer l'acceptabilité pour une ligne à haute tension électrique. Il y avait énormément de résistance par la population et donc on a désigné une manière pour à la fin décider de mettre cette ligne à gauche ou à droite du village. Donc il n'y a pas on ne peut pas co-construire beaucoup de propositions, mais on a vu deux choses. Une, c'était que le savoir local a permis d'avoir des solutions bien meilleures que si c'était fait que par les planificateurs d'environnement. Et deux, et c'est ça le processus dont Mathilde avait parlé, que le processus était tellement riche que, par exemple, un agriculteur qui, avec cette solution A, qui était meilleure pour tout le monde, a perdu beaucoup de valeur de sa propriété, de ses champs. Et il disait, pour mon intérêt personnel, version B, ce serait beaucoup mieux, mais je comprends que pour tout le monde, A est mieux, et donc j'accepte. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se font entre-temps dans ce processus. Pour passer, maintenant je m'occupe à l'échelle, disons, fédérale, comme tu as dit Thierry avant, du stockage final de déchets nucléaires, que par loi doit passer par la participation citoyenne. Et là, je constate beaucoup de résistance de la part de l'administration publique. C'est pour ça que j'ai ce laboratoire que je peux expliquer plus tard. Donc, tu m'as demandé sur la commission du charbon. Bon, c'était une commission complètement classique, représentative, dans le sens qu'il y avait toutes les organisations, les syndicats, les partis, les lenders, etc. Donc, une grande commission de 50 personnes, pas facilitée d'une manière comme la Convention citoyenne, bien sûr, c'est classique, quelqu'un se lève, parle, et puis on fait des compromis. Et on est arrivé à un grand compromis, surtout en sortant 40 milliards ou billions, je ne sais pas, en français, pour faire en sorte que les gens qui perdent leur travail dans les mines de charbon soient, je veux dire, compensés et pour trouver autre chose. Mais la légitimité, on a fait plein de recherches là-dessus, n'était pas énorme.
parce que justement, il n'y avait pas du tout avec ça un processus des citoyens, et surtout, c'était, comment je peux dire, c'était simplement dire, voilà, c'est soit les jobs, soit les emplois, soit le climat. Et alors, on fait un compromis entre les deux. Mais ils n'ont pas demandé c'est quoi la question qui est derrière. La question, ça serait été comment créer des emplois soutenables et avoir un processus normatif pour voir voilà, la direction d'une région en dehors de Berlin, par exemple le Lausitz où est tout le charbon. On envisage que cette région va faire ça dans 30 ans et donc on paye X, Y pour y arriver. Ce n'est pas le cas, c'est simplement une liste. On va faire une autoroute, un train et une crèche. Et donc la somme de ces projets payés, ce n'est pas encore un changement structurel d'une région. Et donc à côté, on m'a permis de faire un truc expérimental dans plusieurs villages et la région, et aussi dans tous les niveaux, et le niveau fédéral, pour voir si on peut créer des scénarios pour le futur. Et ce qui était étonnant, c'était qu'il y avait beaucoup des idées dans la région et au niveau local, mais que le niveau fédéral avait aucun intérêt, mais vraiment aucun. Donc il y avait un monsieur du ministère de l'Intérieur qui se lève, jeune homme, qui dit notamment, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la sortie correcte légalement des trésoreries financières. Donc il n'avait aucun intérêt en quoi. Donc ça montre que pour faire en sorte qu'il y a une collaboration entre les différents niveaux et les processus citoyens, mais aussi avec l'État fédéral, il faudrait avoir toute autre architecture, disons, étatique. Voilà. Merci Patricia. Alors avec David, on va changer un peu de style de jeu, mais ça me donne l'occasion de partager une réflexion que je me suis faite, y compris lorsqu'on conduisait la Convention climat. Je me disais, la démocratie citoyenne c'est bien, mais où est passée la démocratie sociale? On va toucher à des objets qui nécessitent des compromis collectifs entre des structures organisées. C'est-à-dire qu'une société, c'est une addition d'individus, mais c'est aussi une accumulation de collectifs, de structures collectives. Et je pense que dans le cadre du CNR, c'est ce que tu as vu de près. Et ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises un peu comment on peut piloter l'action publique de manière différente en allant chercher ces acteurs-là. Oui, parce qu'effectivement, merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ce qui nous a intéressés, c'est le lien entre démocratie et action publique, qui est très fort en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a des pays comme les États-Unis où il y a une démocratie fédérale, représentative, mais au fond, l'action publique, elle n'est pas corrélée au bulletin de vote qu'on met dans l'urne, alors qu'en France, le service public, il est quasiment constitutif de notre contrat démocratique. Et je pense qu'il y a un lien entre la crise démocratique que nous vivons, qui est mesurée par des taux d'abstention records, par l'envolée du populisme, par la défiance dans toutes les institutions, dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à une institution, et la dégradation de la qualité des services publics. Et donc le point de départ de la démarche, c'était de dire, au fond, on a en France des grands services publics qui ont fait notre fierté. Je pense à l'éducation ou encore au système de santé. Ces services publics, il faut reconnaître qu'ils toussent un peu en ce moment, ils sont en difficulté, leur performance se dégrade, la satisfaction des usagers se dégrade, le moral des agents publics, que ce soit les infirmières, les enseignants, toutes ces premières lignes au fond du service public, est au plus bas. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'améliorer l'action publique tout en approfondissant, au fond, la démocratie? Et on est parti de ce constat, et on a regardé comment l'école ou la santé était organisée. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des services publics qui sont très jacobins, très verticaux, très fordistes, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus quelque part entre le 19e siècle et la Libération pour fournir du service primaire en grande quantité. Donc ils ont été pensés pour la massification. Regardez comment a été organisé le système d'éducation français. C'est à la fois très vertical parce que ça vient de l'État central, c'est du bien primaire parce qu'il faut en gros alphabétiser très vite des millions de paysans analphabètes acquis aux superstitions religieuses et aux langues régionales.
Et c'est construit un peu contre la société aussi, puisque effectivement, il faut que l'éducation soit la moins perméable ou la moins poreuse aux contextes locaux. Vous connaissez le livre de Mona Ouzouf, Composition française, qui est un très beau livre et qui raconte très bien tout ça. Et le système de santé, au fond, c'est la même chose. Regardez l'organisation de la médecine de ville, hein, les cabinets de médecins généralistes, d'infirmiers libéraux, de pharmacies d'officine. Cette organisation n'a pas beaucoup changé depuis l'ordonnance de 1928. Hein, c'est-à-dire qu'on a une logique d'offre, on a une logique plutôt malthusienne, c'est-à-dire au fond une démographie médicale contrainte, hein, contrôlée, et on fournit du service primaire. Sauf que entre-temps, la société a profondément changé. La massification de l'enseignement supérieur et la massification de l'offre de soins a produit des résultats, puisqu'on a amené 80% d'une classe d'âge au bac, on a une population qui est alphabétisée, éduquée, etc. On arrive à peu près, on a éradiqué les grandes pandémies et les grands malheurs qui ont longtemps fait des cheveux blancs au corps médical. Et aujourd'hui, au fond, on a des besoins qui sont beaucoup plus diffractés, beaucoup plus différenciés, beaucoup plus complexes, dans une société qui est elle-même beaucoup plus complexe. Hein, on n'a plus une société qui est rurale, immobile, qu'il faut alphabétiser et à laquelle il faut fournir du soin primaire. On a une société beaucoup plus complexe. En santé, par exemple, le vieillissement de la population fait qu'on a beaucoup plus de maladies chroniques. On est beaucoup plus sensible aux maladies qui sont liées à l'environnement, hein, à ce qu'on appelle la santé-environnement. Et donc, il faut changer nos systèmes publics. Et changer nos systèmes publics, ça veut dire leur faire prendre un tournant. Moi, j'appelle ça la désystématisation, c'est-à-dire dire on va donner au niveau le plus granulaire possible la main aux acteurs, aussi bien les agents publics que les usagers, que toutes les parties prenantes, pour à la fois construire un diagnostic sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans leur service public, et ensuite on va leur donner toutes les ressources de différenciation, d'adaptation, de dérogation, d'expérimentation qui vont leur permettre de répondre aux défis ou aux problèmes qu'ils ont identifiés. Alors, ces choses-là, ça demande beaucoup de subtilité parce que c'est très différent d'un service public à l'autre. C'est-à-dire que, au niveau de l'éducation, le niveau le plus pertinent, c'est l'établissement scolaire ou à la rigueur un groupe d'établissements, par exemple dans la ruralité, un collège et les écoles primaires du secteur. Si vous faites ça au niveau du rectorat, ça n'a absolument aucun intérêt, sauf pour des grands projets informatiques, etc. Mais pour comprendre ce qui se passe dans un établissement, qui est quand même un lieu où il y a des flux d'apprentissage, il se passe des milliers de choses chaque jour, il faut être capable de réunir les enseignants, les parents, les élèves, les élus, tous ceux qui participent à la vie de l'établissement. Il faut avoir des bonnes données, donc il faut comprendre pourquoi, par exemple, dans un collège REP+, le niveau en maths est 10 points en dessous de la moyenne départementale. Qu'est-ce qui se passe, au fond, hein, qu'est-ce qui explique ces résultats décevants? Et une fois que ce diagnostic a été construit, on peut mettre l'accent sur l'apprentissage des mathématiques en rajoutant 2 heures de mathématiques, en faisant des petits groupes pour les élèves en difficulté, en créant un club de maths. Et ça, c'est une révolution copernicienne, au fond, dans l'éducation nationale, parce qu'on a cette culture où tous les programmes doivent être absolument uniformes, c'est le même nombre d'heures, enfin, tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et on pense qu'en faisant cette égalité de moyens, on va avoir une égalité de résultats. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'on produit. On fabrique de l'inégalité en quantité industrielle. Sur la santé, juste sur l'éducation, oui. Combien d'établissements ont répondu à l'appel? Alors, on a envoyé un courrier aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement directement, des intermédiaires, en disant: est-ce que vous voulez rentrer dans la démarche? Ce n'est pas un appel à projet, donc il n'y a pas 10 tonnes de formulaires à remplir. Hein, c'est simplement, on lève la main, on est dedans. Mais ensuite, c'est un chemin de transformation. 19 000 établissements aujourd'hui, et écoles et établissements secondaires sur 60 000, ça fait un tiers, on dit OK pour rentrer dans la démarche. 10 000, c'est considérable. 10 000 ont déposé un projet, donc ça veut dire qu'ils ont passé des heures, parce que quand on dit déposer un projet, parfois il y a des critiques de la démarche qui disent « Ah, c'est des petits projets d'école ». Mais non, c'est des heures de travail entre enseignants, en dehors de la classe, ce qui n'est pas forcément un réflexe, et ce n'est pas forcément pensé, parce qu'on ne considère jamais le travail que les enseignants font hors classe. Là, on le reconnaît, on le rémunère par ailleurs, parce que tout travail mérite salaire. Et ensuite, une fois que le diagnostic est construit, on construit un projet pédagogique qui va aller au maximum de la différenciation. Et la posture qu'on demande au service de l'État, rectorat, inspecteurs, etc., c'est d'être des accompagnateurs, des facilitateurs, des ingénieurs de projet, et plus des contrôleurs. Donc c'est un changement complet de posture. Mais juste ce que je voulais te dire, c'est que
sur la santé, ça n'a aucun intérêt de dire on va faire ça juste à l'échelle de l'hôpital. Parce qu'au fond, en santé, ce qui compte, c'est le territoire de santé. Il faut pouvoir faire du soin non programmé, du soin programmé, il faut pouvoir s'occuper des malades chroniques, dont on ne sait pas très bien s'occuper en France, et il faut pouvoir, encore pire, s'occuper de la prévention. En France, on est quand même au niveau zéro, à peu près zéro de la prévention. Et donc, si on fait juste ce travail à l'échelle d'un hôpital, on va pouvoir éventuellement améliorer l'organisation de certains services, etc. Mais on ne va pas résoudre le problème. Il faut le faire au niveau du territoire de santé. Et donc, ce qu'on a fait dans le cadre de la santé, c'est de dire, à l'échelle d'un bassin de santé, on met autour de la table la médecine de ville. Et là, on a un problème, c'est que en fait, la médecine de ville, elle est diffuse. Il y a plein de cabinets de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens. Donc, il faut elle-même qu'elle s'organise. Et c'est pour ça qu'on fait monter en puissance, c'est un peu techno, pardon, mais les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. En gros, c'est les associations des professionnels de la médecine libérale, pour qu'ils puissent parler d'égal à égal avec l'hôpital, avec l'assurance maladie, avec les élus, avec la préfecture, sur la base de vraies données. Qu'on regarde ensemble, ce qu'on ne fait pas en France, les données. Combien il y a de médecins sur le territoire, quelle est la file active de chacun de ces médecins, c'est-à-dire combien ils ont de patients, et même pour aller plus loin dans la file active, est-ce que les malades chroniques sont bien pris en charge, est-ce qu'ils ont un médecin traitant, quelle est la situation des urgences, qu'on se pose ces questions. Le diagnostic est essentiel, et une fois qu'on s'est posé ces questions, évidemment j'ai oublié les patients dans le tour de table, les patients sont absolument essentiels. Une fois qu'on s'est posé ces questions, on doit construire une action contractuelle, c'est-à-dire dire ben voilà, qui fait quoi? Donc par exemple à Marseille, la PHM, on a constaté un vrai déficit d'offres de soins dans les quartiers nord. Il y a un vrai problème d'information, il y a une démarche d'aller vers qu'il faut construire, c'est-à-dire qu'il faut aller vers ces populations, il faut pouvoir les informer sur plein de sujets. Eh bien, ce que la PHM, donc les hôpitaux de Marseille ont fait, c'est qu'ils ont installé des centres de santé, donc le travail normalement de la médecine de ville, dans les quartiers nord, avec des praticiens hospitaliers qui font des consultations dans les quartiers nord de Marseille. Dans d'autres territoires, à l'inverse, c'est plutôt la médecine de ville qui va prendre sa part de responsabilité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir affiner à l'échelle de chaque territoire et contractualiser entre les différents acteurs. Bien, merci beaucoup. Alors, vous avez vu, on a différentes figures de se gouverner avec des citoyens, gouverner avec des professionnels, des communautés professionnelles, des acteurs territoriaux. Et je crois que ça vous offre un tableau relativement fidèle de la diversité des entreprises en la matière. Maintenant, je voudrais vous poser une question à tous les quatre, chacun son tour. Quand vous faites le bilan de ce que vous avez fait, ce à quoi vous avez participé, en quelques mots, qu'est-ce qui marche pas et pourquoi? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, si on se parle les yeux dans les yeux, de quoi on peut dire ça c'est un acquis, on peut capitaliser, c'est bien, on a avancé, on a progressé. En revanche, on rencontre telle et telle difficulté et comment on va s'organiser. Thierry Baudet. Écoute, si je repars de la convention citoyenne fin de vie qu'on a organisée. Donc Claire Toury, présidente du comité de gouvernance, est ici, vous l'écouterez tout à l'heure. Moi, ce qui fonctionne, d'abord, le fait que nos concitoyens soient de plus en plus nombreux à ne pas se déplacer les dimanches d'élection ne signifie pas pour autant que la plupart d'entre eux se désintéressent des sujets qui les concernent. Il y a au contraire une envie de participation très très forte sur les sujets qui nous concernent, enfin qui les concernent. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que le désir de participer, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut créer les conditions d'une participation véritable. Il faut donner aux personnes les outils, les moyens, les méthodes qui vont leur permettre de délibérer. Et quand on crée ces conditions, eh bien on découvre que dans notre pays, des citoyens, je mets des guillemets, ordinaires, peuvent débattre de façon apaisée de sujets qui divisent. Et ça me paraît très important de le dire et de le réaffirmer. Et on voit finalement nos concitoyens, à la fois, moi j'ai pu observer, j'allais dire, leur parcours de compétences. Certains, à travers ce dispositif, ont acquis des
des compétences nouvelles dont ils ne se pensaient eux-mêmes pas capables. Être capable de participer à une discussion contradictoire devant 185 personnes dans un amphi, ce n'est pas évident. Donc il y a un parcours de compétences et il y a un parcours de conviction. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce parcours de conviction, c'est que dans une convention citoyenne, quand vous êtes tiré au sort, en l'occurrence sur la fin de vie, certains n'avaient pas de point de vue en arrivant, d'autres pensaient en avoir un, et la discussion, elle permet, le cas échéant, de se forger un point de vue, de conforter son point de vue ou d'en changer. Et ça me paraît très, très important. Pardon de le dire comme ça, mais par comparaison parfois avec le spectacle que nous donne le Parlement. Dans une convention citoyenne, il y a de la confrontation. Il y a de la confrontation, mais le désaccord n'exclut ni l'écoute, ni le fait qu'on va pouvoir proposer une réponse. Et ça me paraît vraiment quelque chose de considérable, a fortiori dans la situation dans laquelle nous sommes, où nous avons face à nous des transitions considérables. Et il va quand même falloir être en capacité, on se le disait Thierry tout à l'heure, de bâtir des consensus un peu solides si on veut pouvoir traverser toutes ces transitions qui sont vraiment très très importantes. Donc ça, ce sont les points qui sont pour moi acquis. Le deuxième point qui me paraît important et qui est un acquis, c'est que 185 citoyens tirés au sort, par le tirage au sort, ils ne deviennent pas le peuple souverain. Et en d'autres termes, je pense qu'on a beaucoup réfléchi à ça après la Convention citoyenne climat, et on a dit aux citoyens quand ils sont arrivés, le dernier mot, il ne vous appartiendra pas. Le dernier mot, il appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Mais moi, j'aime à ajouter que la qualité du dernier mot, elle dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. Et donc, ce qu'il faut encore aujourd'hui consolider, c'est effectivement ce qui sera fait des travaux des citoyens. Autant le fait de ne pas avoir le dernier mot ne signifie pas, de mon point de vue, que c'est simplement un exercice consultatif qui a été produit. C'est-à-dire que les citoyens, ils ont donné des orientations et ceux qui ont passé commande, le gouvernement en l'occurrence, doit revenir devant eux, dire ce qui a été fait, des orientations en question et s'expliquer, à mon sens, sur, par exemple, ce qui n'aura pas été retenu. Donc on a encore un énorme travail à faire pour bien penser l'articulation entre cette démocratie participative et la démocratie représentative. Pour moi, on n'est pas dans une logique de concurrence, de compétition, on est dans ce que j'appelle un nouveau chaînage ou un nouveau continuum démocratique qu'il faut inventer. Et puis pour ne pas être long, je vais prendre un autre élément, je pourrais en évoquer beaucoup. Ce qui m'a frappé, c'est 185 citoyens qui délibèrent. Ces 185 citoyens, par le tirage au sort, d'une certaine manière, ils reflétaient une diversité plus grande de la société française que nos représentants au Parlement. Mais ce n'était que 185 citoyens. Ils ont délibéré au nom de la société et il me semble que pendant ce temps-là, la société a débattu en parallèle des travaux de la Convention. Il y a eu beaucoup de tribunes sur la fin de vie, il y a eu beaucoup de prises de position, etc. Mais pour autant, quel chemin peut-on trouver pour que le travail de ces 185 citoyens résonne beaucoup plus auprès, j'allais dire, de l'ensemble du corps social de notre pays. Et moi, il y a une idée à laquelle je suis attaché, on l'a souvent évoqué avec David. Vous savez, le président de la République, à mon sens, j'allais dire presque davantage sous la contrainte que par une volonté profonde, d'une certaine manière, face à des situations particulières, il a inventé deux grands dispositifs. Vous vous souvenez du grand débat national à la suite de la crise des Gilets jaunes et puis la Convention citoyenne climat. Moi, je ne confonds pas les démarches. Dans un cas, on est dans une démarche participative où on recueille le point de vue, l'opinion de très nombreux Français. Et dans la Convention citoyenne, avec moins de citoyens, on a une démarche délibérative où on approfondit, on creuse un sujet. Moi, en réalité, je pense qu'il faudrait savoir rapprocher ces deux démarches. Et il me semble,
pardon David, hein, j'emprunte aux travaux que vous avez menés, mais dans lesquels je me retrouve pleinement, je pense que dans notre pays, il y a un certain nombre de grands sujets qu'on devrait régulièrement passer au tamis de la société. Les passer au tamis de la société, c'est probablement les soumettre à nos concitoyens dans une démarche type grand débat national pour recueillir le ressenti, le point de vue, les émotions, les perceptions, les inquiétudes, les craintes, les aspirations, etc. Et ce matériau pourrait être un des entrants pour une démarche délibérative type convention citoyenne en suivant. Et ça créerait, si vous voulez, une résonance plus forte des travaux de la convention citoyenne dans la société et ça donnerait des points d'appui supplémentaires avant de transmettre les travaux au Parlement. Je donne juste un exemple pour illustrer, c'est un sujet qui me tient à cœur. On va bientôt avoir au Parlement un texte de loi sur l'immigration. Ce ne sera jamais que le 23e texte de loi en 30 ans. Et nos concitoyens vont se dire, après le 23e, un 24e, un 25e, un 26e, par exemple, à la faveur d'un fait divers. Et on voit bien que dans cette démarche, finalement, on va créer toutes les conditions pour que toutes les certitudes féroces s'expriment et se déploient. Et bien ça, typiquement, c'est un sujet qui mériterait d'être passé au tamis de la société. Et je pense que le dispositif que j'imaginais, un peu de coupler une démarche type grand débat à une démarche convention citoyenne, serait de nature à éclairer les faits plutôt que d'attiser les certitudes féroces. Et je pense que c'est des démarches qui seraient vraiment très utiles. Alors, je pense que le président Baudet, Thierry, tu faisais allusion aux travaux qui avaient été conduits dans le cadre de la commission Bernasconi, dont David était le rapporteur, commission qui avait proposé l'idée d'un cycle délibératif qui essaye de combiner la participation de masse du modèle grand débat avec la délibération de qualité en petits groupes des conventions citoyennes. Je le dis pour le public, comme ça le sous-texte est connu. Mathilde, donc Thierry a évoqué beaucoup de conclusions positives, finalement, si je l'écoute bien, enfin, en posant un problème qui est un problème très sérieux. Comment on fait d'un bien collectif de 185 à un bien commun de 60 millions d'individus? Quels sont, toi, quels sont les éléments du bilan aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui vont être communes à ce que dit Thierry, donc je vais passer vite sur les choses sur lesquelles on est d'accord et peut-être m'arrêter sur les points de désaccord et les points de complément que j'aurais. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que le tirage au sort aujourd'hui, c'est bête, mais on sait faire en France. C'est pas si évident de faire un bon tirage au sort véritablement représentatif de la société française. Donc c'est important de le dire, et le tirage au sort est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir une diversité de population, et il y a de plus en plus d'études qui montrent que plus une assemblée est diverse, plus elle est en capacité de faire des choix qui sont efficaces et qui sont des bons choix. Si je caricature, vaut mieux une assemblée de gens complètement différents qu'une assemblée d'énarques. Elle prendra des meilleures décisions. Plus la littérature avance, plus on voit que c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que le tirage au sort permet davantage de se concentrer sur les questions de long terme. Quand vous êtes élu, et ce n'est pas pour taper sur les élus, de manière assez naturelle, vous avez souvent envie d'être réélu. Et comme les mandats sont assez courts, 5 ans, 6 ans, 7 ans, bah vous devez présenter un bilan sur des temps assez courts. Du coup, vous êtes plutôt amené, incité à favoriser le court terme sur le long terme. Et donc je pense que le tirage au sort peut venir en bon complément du système électoral et que c'était une très bonne chose qu'en France, on ait montré que le tirage au sort, on est capable de le faire. Deuxième chose, c'est qu'on a les capacités en termes d'animation et de facilitation de ces conventions citoyennes. Pareil, c'est pas rien. Quand vous avez 150 citoyens tirés au sort, parmi eux, il y en a plein qui ne savent pas prendre la parole en public, qui ont tellement l'habitude d'être méprisés que quand vous leur donnez la parole, ils se retournent pour voir si ce n'est pas au voisin que vous donnez la parole. Comment est-ce qu'on fait pour que chacun et chacune se sentent à l'aise de prendre la parole, se sentent légitimes à prendre la parole? Sur la Convention citoyenne climat, on avait des climato-sceptiques, enfin, au début en tout cas, à la fin il n'était plus. Comment est-ce que vous leur donnez la parole, qu'ils se sentent légitimes à parler aussi dans une enceinte qui est a priori plutôt pour le climat? Donc ça, on sait faire aussi, et pareil, il y a plein de pays où on n'a pas cette capacité de le faire, donc je pense que c'est bien de le dire. Troisième chose, c'est qu'on sait aussi créer les conditions d'un débat contradictoire. C'est-à-dire mettre à disposition des citoyens des gens qui vont leur présenter des points de vue différents. Si je prends un exemple, deuxième session de la Convention citoyenne pour le climat, ils avaient en face d'eux dans le groupe Se Nourrir, quelqu'un de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire qui n'est pas connu pour être très pro-environnement,
Carrefour, si je ne dis pas de bêtises en termes de distributeurs, et puis Greenpeace. Vous imaginez bien que ces 3 acteurs n'ont pas du tout les mêmes points de vue et que les réponses aux questions que les citoyens vont poser ne seront pas les mêmes. Ça, on est en capacité de donner ce débat contradictoire de manière assez simple aux citoyens. Et je vais aller et on est capable de créer avec ce type de dispositif un début de redevabilité des élus. Mais vraiment, pour moi, c'est un tout début. C'est-à-dire que Thierry, les 2 Thierry qui m'entourent, sont d'accord pour dire que le fait qu'il y ait eu des conventions citoyennes pousse les élus derrière à quand même reprendre certaines des propositions. Certains vous diront que s'il n'y avait pas eu la Convention citoyenne climat, il n'y aurait même pas 10%, il y aurait peut-être 1%. Il n'y aurait même pas eu de projet de loi climat et résilience. C'est vrai aussi, c'est pour ça que je dis, pour moi c'est un échec, parce qu'à mon sens, quand on s'engage sur un sans filtre, sur 100% des propositions, quand il n'y a que 10% qui passent, il y a un problème derrière. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi entendre que malgré tout, ça crée un début de redevabilité vis-à-vis des élus qui est intéressant. Maintenant, si je m'arrête sur les blocages, pour moi, il y en a 4 grands. Le mépris des élus, les lobbies, les médias et un certain blocage d'élus venant plutôt de la droite qui veulent garder le pouvoir. J'y vais rapidement. Sur la question du mépris des élus, on parle souvent de la défiance que les citoyens ont vis-à-vis des élus. Et nous, on l'a beaucoup entendu quand on a monté le collectif des Gilets citoyens qui rassemblait des Gilets jaunes, des militants écolos et des acteurs d'innovation démocratique, qui ont poussé la Convention citoyenne pour le climat. On a entendu partout sur les ronds-points, ils ne nous représentent plus, ils sont tous pourris, etc. etc. On parle moins de l'inverse, et ça Thierry revient souvent, et moi je trouve ça très juste, et on l'a vécu en négociant avec l'Élysée et Matignon la Convention citoyenne pour le climat. On présentait par exemple 2 schémas de Convention citoyenne pour le climat. Un schéma où c'était 150 citoyens tirés au sort, c'est tout. Et un autre schéma où il y avait 2 tiers de citoyens tirés au sort et 1 tiers d'élus. La réponse qu'on a eue de Matignon, ça a été on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Je vous laisse imaginer qui sont les torchons, qui sont les serviettes. Et ça a été vrai, pas seulement de Matignon, mais un certain nombre de députés qui ont aussi eu peur de cette convention. Qu'est-ce que c'est que ça, des citoyens tirés au sort, ils font notre boulot. Et ça ne veut pas dire que les élus sont les mauvais dans l'affaire, ça veut dire qu'il faut trouver les manières de combiner ces différents modes de démocratie, mais qu'il y a quand même un enjeu de posture de nos élus, sans les mettre tous dans le même sac. Il y en a aussi qui ont des super réactions vis-à-vis de la Convention, qui ont soutenu, mais il y a quand même ce truc-là d'un certain mépris, et qui s'est vu chez Macron, pour moi, au plus haut niveau, dans le sens où c'est ma lecture, c'est la lecture qui est partagée par un certain nombre d'entre nous, c'est qu'il s'est auto-piégé parce qu'il ne pensait pas que de simples citoyens pouvaient aller aussi loin et être aussi précis dans ce qu'ils allaient proposer. Et qu'il allait pouvoir faire comme dans le grand débat, avec plein de propositions un peu vagues et floues, et puis je fais du pick and choose, je prends celle qui m'intéresse, et puis voilà, j'ai fini la Convention citoyenne pour le climat, j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Donc il s'est retrouvé peut-être auto-piégé par son mépris de la capacité des citoyens à pouvoir aller jusqu'au bout de propositions assez concrètes. Le deuxième grand blocage, à mon sens, c'est la question des lobbies. Après la Convention en elle-même, se sont tenues des réunions où étaient invités un certain nombre de lobbies, quelques associations et 1 ou 2 citoyens tirés au sort par réunion, où on refaisait la Convention dans la pénombre totale, enfin, plus de médias, et avec un déséquilibre assez fort, dans le sens où les acteurs économiques et les lobbies avaient les documents 2 semaines avant, étaient prévenus en amont, étaient beaucoup plus nombreux. Les ONG étaient prévenus la veille ou l'avant-veille, avaient parfois les documents, parfois non. Et les citoyens tirés au sort se retrouvaient à 1 ou 2 face à une vingtaine, trentaine d'acteurs à devoir défendre leurs propositions. Et donc ce détricotage en règle des propositions de la Convention par des lobbies qui demandent des rendez-vous aux ministres, qui les obtiennent, et qui les obtiennent dans des conditions qui font que forcément le jeu est pipé, ben ça pour moi c'est un énorme problème, qui n'est pas vrai, qui n'est pas un problème d'ailleurs que pour les propositions de la Convention, qui est un problème pour l'ensemble de notre démocratie aujourd'hui. Le troisième problème, à mon sens, c'est les médias, et je ne les montre pas du doigt forcément qu'eux, je pense qu'on n'a pas trouvé la formule avec les médias, mais, et ça va faire lien à ce que tu disais Thierry, nous à la base on ne voulait pas que ce soit uniquement une convention citoyenne à 150 citoyens qui réfléchissent et puis
il y a basta, ça ne crée pas de débat dans le reste de la société. On avait la volonté, en s'inspirant de ce qui s'était fait en Irlande, qu'à chaque fin de session, il y ait une petite capsule qui soit faite au JT de France 2, qui explique où en sont les citoyens dans leur délibération. On n'a jamais eu de réponse après 2 ou 3 mails, je crois, du service public et de France Télévisions. Et ça, je pense que c'est un énorme manque dans le sens où la presse écrite a super bien joué le jeu, mais la télévision n'a pas du tout accroché sur le format Convention citoyenne en nous disant c'est des gens qui délibèrent, c'est chiant votre truc, quoi. Donc ils venaient uniquement quand Macron venait, ou à la fin, pour dézinguer les propositions les plus caricaturales, même quand elles ne passaient pas. Et je finis par un dernier point qui est, quand on regarde qui parmi les élus est vent debout contre les conventions citoyennes, on voit que c'est beaucoup la droite. Et pour moi, ça s'explique, ce n'est pas juste une posture de la droite, c'est que le tirage au sort permet une meilleure représentation des personnes qui votent plutôt par droite. Les jeunes, les classes populaires et les femmes. Et ces 3 catégories de population sont mieux représentées dans le tirage au sort. Donc je pense que la droite, qui n'a a priori pas l'électorat des jeunes et pas trop l'électorat des classes populaires, n'a pas intérêt à pousser le tirage au sort. Donc ça, je pense qu'il y a aussi un enjeu de comment est-ce qu'on arrive à combiner le tirage au sort dans des institutions aujourd'hui, alors que les députés de droite sont quand même vent debout contre ça. Merci beaucoup. Je me tourne vers Patricia. Sans transition, quel est ton bilan à toi sur les expériences que tu as pu conduire ou celles dont tu as pu être témoin? Alors moi, je considère qu'en Allemagne, au moins, au niveau municipal et local, je crois qu'on est en bon point. Sauf qu'il reste la question comment intégrer la participation citoyenne dans le système politique. C'est-à-dire du début, pas seulement à la fin, mais du début, comment on fait une intégration des membres du conseil municipal, de l'administration publique, etc., jusqu'à la fin, justement, la question, qu'est-ce qu'on fait avec les propositions? Alors, j'ai piloté récemment, donc les dernières 3 ans, un projet avec 2 villes, 10 villes, pas grandes, au moins de 200 000 habitants. Et là, on a vraiment co-construit, si vous voulez, une manière d'intégrer le conseil municipal et l'administration jusqu'à la fin. C'est-à-dire construire les questions, mais surtout à la fin, traduire, si je peux dire, traduire les propositions dans des actions publiques concrètes. Et cela permet, avec un petit groupe de pilotage qui est au-delà des citoyens tirés au sort, notamment donc avec les parlementaires et les fonctionnaires, de changer la culture politique d'une ville. Parce qu'autrement, ça cloche. Il y a une logique, comme Thierry l'a dit avant, une logique totalement différente entre la manière de parler dans le Parlement ou dans les conventions citoyennes. Et donc, c'est une autre manière de penser à résoudre des problèmes véritablement et de ne pas lancer un contre l'autre. Je ne sais pas ce que ça donnerait si on part dans des villes plus grandes. Au niveau régional, il y a un Land en Allemagne, c'est le Baden-Württemberg, et depuis 10 ans, a une agence très forte qui s'occupe de la participation citoyenne. Et là, on a vu un changement véritable. C'est le seul. Et justement, chaque loi doit être accompagnée par ce qu'on appelle là une assemblée citoyenne, etc. Mais si on passe maintenant au niveau national, et dans ces jours ici, c'est la première convention citoyenne du Parlement allemand, du Bundestag, sur la nourriture. Ben, je peux vous dire qu'il me semble qu'ils n'ont pas beaucoup appris par l'exemple français, malheureusement. Et du début, les parlementaires étaient très dérangés. Ils pensaient qu'ils étaient délégitimés. Ils étaient nous, les représentants. Ce n'est pas les citoyens tirés au sort. Ils ont quelle légitimité? Donc, il y avait vraiment un grand débat sur la légitimité de cette convention. Donc, ça risque d'être à la fin un exercice, on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, ils n'ont pas encore pensé maintenant comment intégrer les propositions. Et ça pourrait être un backlash total pour les citoyens, parce qu'ils perdent leur temps, ils engagent, et si à la fin ça porte à très peu, c'est quand même contre-productif.
Donc je crains que ça va peut-être mal finir. Ceci dit, je crois que maintenant il y a une conscience en Allemagne que si... Pardon Patricia, si on veut le suivre un peu, c'est censé finir quand? Où est-ce qu'on en est? On est jusqu'au début. Au Donc tout ça début. va d'encore quelques mois et voilà, à la fin de l'année... À la fin de l'année, ouais. d'accord. Donc, et ceci dit, il y a quand même une conscience qu'avec, comme Mathilde le disait avant, surtout avec la transition écologique, les questions long terme, les grandes directions politiques, on ne peut pas avoir un consensus sociétal sans avoir une consultation des citoyens. Alors, pour avoir un consensus auparavant de loi, je crois qu'on va viser vers cela, mais c'est encore un long chemin. Mais à part ça, je crois que c'est très important ce que David a dit avant, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on écrit une proposition de loi, des mesures concrètes politiquement, etc. Comment apprendre de tous ces des territoires, des gens qui sont vraiment en mesure de les mettre en œuvre, etc. Ça, c'est après. Hein. Et là, on est très, très loin parce que je crois que, encore une fois, la participation et des citoyens, mais aussi la collaboration avec la société civile, n'a pas de sens s'il n'y a pas d'innovation de l'État, s'il n'y a pas d'innovation de la fonction publique. Parce que c'est une logique complètement contraire. Hein. Pas seulement avec le Parlement qui est normalement en compétition un avec l'autre, des partis, etc. Dans la fonction publique, il y a un autre problème, c'est le problème que les challenges complexes se heurtent avec des petites compétences, des silos, même pas seulement entre les ministères, mais entre les départements des unis dans le ministère. Et donc on n'arrive pas à avoir une pensée, une approche systémique aux problèmes complexes. Ça, c'est un problème grave, selon moi, d'un État qui était justement construit il y a 150 ans avec une société et des challenges complètement différentes. Et donc, je crois qu'il faut absolument penser à repenser le gouvernement. Autrement, on ne peut pas résoudre les problèmes. Donc, ce n'est pas seulement une méfiance de l'État envers les citoyens. Je crois qu'il y a derrière une peur de perte de contrôle. Et une peur de perte de pouvoir aussi. Mais on pourrait penser le pouvoir d'une manière différente. Le pouvoir, selon Arendt, c'est un pouvoir communicatif. C'est totalement différent que le pouvoir conçu top-down. Et ça, c'est quand même une posture très difficile à changer. Donc, il faudrait vraiment former complètement différemment les fonctionnaires, mais aussi les politiciens. Et on est très loin de là, mais je crois qu'il faut absolument envisager cela. C'est très intéressant à vous écouter. On voit qu'il y a deux points de résistance, et c'est normal. Le lien politique entre représentants et représentés, mais aussi les structures administratives de l'État et des services publics. David, en quelques mots, ton bilan à toi. Je disais hier à Thierry justement que plus je m'intéresse à la démocratie dite participative, plus j'en vois les problèmes et plus j'en suis critique et moins j'en vois les solutions. C'est un peu provocateur, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que quand on fait une promesse là et qu'on délivre là, c'est létal. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, pardon pour l'anglicisme, over-promise et under-deliver. Il faut vraiment être capable de donner un mandat très clair et de dire ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on en attend et ce qu'il ne faut pas en attendre. Parce que si on dit c'est sans filtre, vous allez réinventer le monde, vous substituer à tous les pouvoirs publics, etc., et puis qu'à l'arrivée, il n'y a rien du tout, ça accroît la défiance. Donc il faut arrêter de penser que ces dispositifs vont être la panacée, la béquille, la solution magique à tous les problèmes de la démocratie représentative et à tous les problèmes de la crise démocratique. Ça, c'est une première erreur. Il faut faire très attention. Donc moi, je plaide pour effectivement une insertion prudente. Vous savez, il y a un grand théoricien de la démocratie délibérative qui s'appelle Fishkin qui dit une bonne délibération, c'est pas juste ce dont a parlé Mathilde tout à l'heure, c'est-à-dire de bonnes techniques, de facilitation, d'interaction, de donner la parole à tout le monde à l'intérieur d'un groupe. C'est aussi dans une démocratie un vrai système délibératif, c'est-à-dire que les différentes institutions puissent coopérer entre elles. Et donc le problème quand on crée des conventions citoyennes sans réfléchir à leur articulation avec les autres éléments du système, c'est qu'on crée des effets de concurrence, d'éviction, etc., qui, in fine, dégradent la qualité délibérative et démocratique de l'ensemble du système. Donc moi, je suis totalement, effectivement, pour qu'on arrive à bien penser l'articulation entre citoyens, institutions, société civile organisée.
Et je pense que ça a une vertu au niveau national, c'est que ça permet effectivement de purger et de travailler des questions qui, sinon, notamment dans la société informationnelle qui est la nôtre, ne sont que des usines à clash. L'avortement en Irlande, la fin de vie, l'immigration, pourquoi pas les retraites, toutes ces questions en fait qui sont des usines à clash si on les jette dans la pâture du débat public tel qu'il existe aujourd'hui, si elles sont vraiment travaillées intelligemment avec des citoyens, avec ce que tu décrivais tout à l'heure, ça donne en général des résultats beaucoup plus nuancés, beaucoup plus appropriés, beaucoup plus légitimes, beaucoup plus qualitatifs. Ça, c'est la première des choses. Donc attention à ce qu'on fait, parce que c'est comme quand on dit on renforce les effectifs, la visibilité de la sécurité, en fait on renforce parfois le sentiment d'insécurité. Quand on voit trop de policiers patrouiller, parfois on a un sentiment d'insécurité. Et bien, à force de créer des dispositifs participatifs qui n'honorent pas leurs promesses, on crée plus de défiance que de confiance, alors même que c'est pensé quand même pour renforcer la démocratie et la confiance. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a parfois un problème sur ce qu'on attend des citoyens. Et là, on navigue entre deux écueils qui, pour moi, sont tout aussi problématiques l'un que l'autre. Il y a l'écueil plafond, qui, pour moi, est le citoyen doit se substituer à l'élu, au législateur, comme dépositaire de l'intérêt général. Donc on attend de lui une espèce de délibération abstraite, où il prend en compte toutes les dimensions de l'intérêt général, etc. Cette vision très universaliste du citoyen abstrait. Moi, je trouve que c'est intéressant, au contraire, de mettre les citoyens comme usagers, comme consommateurs, comme habitants, comme femmes, comme hommes, comme enfants, comme élèves, comme patients du système de santé, c'est-à-dire à partir de leur expérience concrète. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil plancher, qui est l'exact inverse, qui est de dire, en fait, on ne vous attend que comme personne en situation qui va parler uniquement, par exemple une femme, mère de famille monoparentale, qui va parler que de son expérience et ça va s'arrêter là. Non, il faut trouver le juste milieu où justement on part de l'habité, on part de la situation concrète, mais on construit dans un processus dialectique, itératif, avec des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, les mêmes situations, petit à petit un chemin d'intérêt général. Et ça, c'est un peu abstrait la façon dont je le formule, mais c'est très important, parce que si on attend que de l'abstraction, on va avoir du simili-élu, et donc ça n'a pas un intérêt dingue. Et si on attend que de la mise en situation, bah, ça va être chacun va exprimer au fond, chacun va avoir midi à sa porte, et ça n'a pas non plus un intérêt dingue. Donc il faut arriver à trouver un juste milieu. Ça, c'est pour le niveau national. Et ensuite, au niveau local, moi, ce que je crois extrêmement important, c'est justement que les gens puissent agir et pas simplement parler. D'ailleurs, soit dit en passant, tous ces dispositifs sont quand même des dispositifs, qui sont souvent conçus par des Bac+5 pour des Bac+5. Il y a un très bon livre du politiste Laurent Jean-Pierre sur les Gilets jaunes qui dit « Les Gilets jaunes, c'est une crise de la représentation, mais ce n'est pas juste une crise de la représentation au sens où on conteste l'idée qu'on va élire des gens qui sont censés être meilleurs. C'est une crise de la représentation au sens même du discours, c'est-à-dire de l'idée qu'on puisse tenir des discours abstraits sur des réalités concrètes. Et vous voyez, tous ces dispositifs délibératifs, ils sont quand même pétris de cette idée que la meilleure façon de prendre une décision publique, d'agir, etc., c'est de tenir des discours abstraits sur des réalités concrètes. Or, moi, je suis convaincu qu'il y a d'autres façons de se mettre en situation d'action. Et c'est celle, justement, du patient du système de santé, c'est celle du parent d'élève ou c'est celle de l'élève. Nous sommes des acteurs ou des usagers du service public, nous sommes des consommateurs, nous sommes des habitants. Parlons, par exemple, de la transition écologique. On a fait des ateliers sur le climat et la biodiversité. Vous voyez, on s'est fixé un super objectif qui s'appelle zéro artificialisation nette. Moi, je suis pour, on a trop bétonné, on a trop artificialisé. Mais ensuite, le diable est dans les détails. Quand vous allez dans le Gers, où il y a 110 000 logements, sur les 110 000 logements, 90 000 maisons individuelles. Ces 90 000 maisons individuelles, l'âge moyen des gens qui habitent dedans, c'est 67 ans. Et donc il y a le zéro artificialisation nette, donc on ne va plus construire. Et il faut rénover ces maisons. Et à côté, il y a la métropole de Toulouse, où il y a plein de jeunes actifs qui veulent habiter dans le Gers, parce que c'est quand même plus agréable d'habiter à la campagne que dans des métropoles saturées, bondées, polluées, etc. Si vous prenez le problème comme ça, le truc est ingérable. Enfin, on ne peut pas s'en sortir. Par contre, si vous faites ce qu'on a fait, nous, à Mauvezin, dans l'intercommunalité des Portes de Gascogne, c'est que vous mettez autour de la table des habitants, des représentants des filières du bâtiment, des artisans, etc., des élus, toutes les parties prenantes, et que vous dites, bon, essayons de trouver une solution où on peut permettre de continuer à loger des gens jeunes qui arrivent, où on peut rénover
des maisons qui sont des passoires thermiques, où on n'artificialise pas trop, etc. Et bien là, il y a des solutions créatives qui émergent. Par exemple, l'idée qu'on va consacrer un étage de la maison quand on a un couple de vieilles personnes de 80 ans qui se sentent un peu seules dans des maisons trop grandes, un étage de la maison pour faire venir un jeune couple d'ingénieurs, par exemple, qui vient de la métropole de Toulouse, et on va trouver une solution créative où on va partager les frais, y compris les frais de la rénovation thermique du logement. Et réussir la transition, c'est se mettre en situation justement d'agir comme ça. Parce qu'aujourd'hui dans le débat, on a des grands principes très abstraits sur zéro artificialisation nette ou sur typiquement la rénovation thermique des logements. Mais en fait, derrière, il y a des situations extrêmement concrètes. Et là, je trouve que ce qu'on appelle la participation citoyenne, j'aime de moins en moins ce terme, mais moi j'aime bien l'idée de plutôt mettre en action, de mise à contribution des gens. La participation, voilà. Et bien là, ça a un impact, ça a un effet très concret. Donc il faut passer du discours aux actes. Et il y a beaucoup de gens qui s'y retrouveront beaucoup plus parce que quand on les somme de s'exprimer et de tenir des discours abstraits, ils ne sont pas à l'aise. Chers amis, j'avais prévu un troisième tour de parole, mais le temps passe et je voudrais qu'on puisse donner la parole à la salle. Donc, juste un mot de Patricia qui souhaitait réagir aux propos de David. Et puis, on squeezera mon plan de vol, si vous voulez bien, pour entendre les interventions de nos amis. Patricia. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, David, dans le sens que je crois qu'il y a quand même différents buts de participation et on ne peut pas comparer un avec l'autre. Je crois que justement pour la transition écologique, long terme, il faut avoir des principes et des directions très claires qu'on peut nommer abstraites, mais pour justement, qu'on avait vu en Irlande, pour augmenter une polarisation sur l'avortement, sur n'importe quoi, il faut avoir apparemment, avant le Parlement, des conventions citoyennes. Et ça marchait très bien. Ça a permis le gouvernement d'aller beaucoup plus loin que sans ça. Okay, c'est totalement différent, et c'est au niveau de discours national que la co-construction, la co-création, comme je l'appelle moi, qui est vraiment passée à l'action. Et là, par contre, tu as complètement raison, je crois que ça ne suffit pas non plus d'avoir des conventions citoyennes classiques, mais il faut avoir la co-création avec différents partenaires. Je fais un exemple. Selon moi, la chose la plus convaincante maintenant dans la transition écologique, c'est des villes qui ont des plans d'action. Par exemple, Louvain 2030, dont la ville est un partenaire d'un consortium de 60 partenaires. Donc l'université, l'industrie, donc les compagnies, la société civile et la ville en est un. Et je crois que La Rochelle est un peu similaire. Il y a le port, l'industrie, l'université, etc. Ensemble, il met en œuvre la transition écologique. Et avec ça, il y a aussi des citoyens. Mais c'est tout à fait une autre logique. Je crois qu'il faut les deux. Au début, il faut quand même des grandes directions. Après, il faut le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Il y a donc une première demande de parole. Jean-Louis Missica, au premier rang ici. Si vous voulez bien lui apporter un micro. Voilà. Jean-Louis, nous t'écoutons. Merci beaucoup, merci, c'était vraiment passionnant et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai deux questions qui portent toutes les deux sur la Convention citoyenne sur le climat. La première est la suivante. Les citoyens réunis ont rejeté le principe d'une taxe carbone. Or, beaucoup d'experts considèrent que la taxe carbone, c'est un élément fondamental, essentiel, de la transition énergétique et de la transition écologique. Alors, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que peut-être que 150 citoyens tirés au sort n'échappent pas nécessairement à la démagogie. Et deuxièmement, comment on fait? Une fois qu'une convention citoyenne a mis à la poubelle une proposition absolument fondamentale pour la transition écologique, comment on fait pour ressusciter cette proposition? Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, j'ai toujours considéré, j'ai eu beaucoup de discussions avec Thierry là-dessus, que la Convention citoyenne sur le climat a fait l'objet d'une instrumentalisation politique. Alors, Mathilde a souligné, je dirais, l'instrumentalisation politique côté président de la République, c'est-à-dire le sans filtre, et puis ensuite le rétropédalage et le scandale que ça a provoqué. Mais j'aimerais souligner l'instrumentalisation politique inverse, c'est-à-dire le fait que les écologistes se sont emparés de cela,
ont affirmé que le gouvernement ne faisait absolument rien, ce qui était totalement faux. Ils ont du coup dévalorisé la loi climat et résilience, dans laquelle il y avait, excusez du peu, les ZFE, le zéro artificialisation nette, les passoires thermiques. Ce faisant, ils ont créé en France les conditions d'un recul sur ces 3 sujets. Parce qu'en disant qu'il n'y avait rien dans la loi, ils ont fait en sorte que personne ne se préoccupe de la mise en œuvre de cette loi, puisque c'était une loi gadget, une loi cosmétique. Et maintenant que l'on est confronté aux échéances, qu'est-ce qu'on dit? ZFE, c'est pas possible. Zéro artificialisation nette, c'est pas possible. Passoire thermique, c'est pas possible. Et que fait le gouvernement? Il recule, il recule, il recule. Mais je pense quand même que la responsabilité des écologistes est lourdement engagée dans cette évolution. Merci Jean-Louis. Je m'interdis d'entrer dans la discussion. Je vais laisser Mathilde répondre. Je peux juste rappeler un fait, parce que ça, le modérateur est en droit de rappeler des faits. Dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait un soutien explicite à la taxe carbone aux frontières et également mention du fait qu'il serait bon plus tard, lorsque les conditions sociales en auraient été réunies, de reprendre le chemin d'augmentation de la taxe carbone. Voilà, ça c'est des faits qui sont inscrits dans le rapport. Mathilde. Tu viens de faire la première partie de ma réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la taxe carbone, elle y est quand même un petit peu, dans le sens où elle est aux frontières de l'Europe et elle est à penser au niveau français. Peut-être pour expliquer aussi pourquoi il y a une part de démagogie dans ce qu'ont fait les 150, je ne sais pas si le résultat aurait été le même si n'avait pas plané le doute en eux qu'ils avaient été réunis pour faire passer la pilule aux Français qu'ils allaient avoir la taxe carbone. Dans les premiers discours, je pense notamment d'Édouard Philippe, il y avait un peu ce doute-là qui était quelle est leur mission. Et je pense que le doute qui a pu exister a fait qu'ils ont été encore plus sur la défensive. On a eu une ou deux séances un peu sportives avec eux où ils nous demandaient mais qui vous êtes? Est-ce que vous êtes à la solde du gouvernement? Est-ce que vous êtes là pour nous faire passer la taxe carbone? Donc on ne peut pas réécrire l'histoire, mais j'ai toujours moi ce doute-là. Après, ce que nous ont dit un certain nombre d'experts qui accompagnaient les citoyens de la Convention, c'est qu'au final, sans écrire taxe carbone dans les propositions de loi, ils ont reconstruit par un maillage de propositions l'équivalent de ce qu'aurait été la taxe carbone. Sauf que du coup, ça donne 149 mesures. Nous, quand on avait designé le dispositif, on était sur une dizaine, trentaine de mesures. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse 149 mesures. Et donc le maillage de ces mesures-là, finalement, va dans la granularité de chacune des thématiques, redonner ce qu'aurait été l'aboutissement d'une taxe carbone qu'aura tenu en une proposition. Mais évidemment que, comme tout débat démocratique, il y a une part de contexte. On sortait du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des Gilets jaunes dans le mouvement, et il y a une part de démagogie, oui. Et je pense que le plus gros des lobbies, si on regarde, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça Thierry, mais le plus gros des lobbies a été les médias. La dernière session de vote des 150, on a décidé d'ouvrir au fur et à mesure des votes et des débats les résultats aux médias. On aurait pu dire on ferme complètement et on donne les résultats qu'à la fin du week-end. On n'a pas fait ce choix-là en tant qu'organisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre le samedi soir, où il y avait déjà eu un certain nombre de votes, et le dimanche matin, les 150 citoyens de la Convention ont regardé les réactions à la télé, qu'est-ce qu'on disait de leur travail. Quand ils ont vu qu'on les traitait de Khmer vert, je ne sais plus quels étaient les mots, parce qu'ils osaient proposer le 110 km/h sur autoroute, ou la semaine à 4 jours, ou quelques autres propositions, ils ont pris peur, ils ont commencé à être un peu plus modérés, j'ai envie de dire, dans leur vote. La deuxième chose, sur le biais des écologistes. Alors, je parle d'un point de vue qui est situé, donc je suis biaisée moi-même. Je suis militante écolo, je ne vais pas le cacher. Et j'étais la plus radicale dans le comité de gouvernance. En face de moi, il y avait une personne du MEDEF qui était, j'ai envie de dire, l'opposé inverse. On s'équilibrait avec Catherine. Et on avait eu des débats très intéressants d'ailleurs. Quand même, pour donner notre vécu, quand on a présenté, donc on avait créé un collectif, Gilets citoyens, qui rassemblait des gilets jaunes, des militants écolos et des acteurs de l'innovation démocratique, avec Cyril Dion et Priscilla Udowski. Priscilla gilet jaune et Cyril Dion militant écolo. Quand on a présenté la Convention citoyenne à nos amis militants écolos, ça s'est très mal passé pour nous. On s'est fait traiter de traîtres
Ils nous ont dit mais ça sert à rien votre truc, on sait déjà ce qu'il faut faire, laissez les experts, les citoyens vont arriver à des choses qui ne servent à rien ou qui vont être hyper basses en termes d'ambition. Donc je ne sais pas si je dirais que les écologistes en ont fait une manipulation, en tout cas au début clairement pas. Par contre ce qui est sûr c'est que au fur et à mesure ils ont vu que les propositions des citoyens allaient beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient, qu'eux aussi avaient une part de mépris finalement vis-à-vis des citoyens tirés au sort, qui s'est effacée au fur et à mesure du processus. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est brièvement, à mon sens, les ZFE, il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles il y a des reculs. Il y a certainement une part de responsabilité des écologistes, mais il y a surtout, majoritairement, à mon sens, une part de responsabilité du gouvernement d'avoir repris dans les propositions de la Convention que la partie purement écolo, en oubliant les propositions qui l'accompagnaient sur la question sociale. Quand vous faites que les ZFE et que vous ne permettez pas aux personnes de passer à des bagnoles électriques ou à du train et du TER de manière facilitée, forcément, ça bloque. Donc quand on prend que quelques trucs, ça ne marche pas. Enfin, c'est une nouvelle version du Maximin de Rawls. Là, le minimum de 2021 à la sortie de la Convention est devenu le maximum acceptable par la société, l'espace public aujourd'hui. C'est intéressant quand même à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes de parole? Si vous faites circuler les micros, merci, dans le public. Également ici. Si vous voulez, je peux commencer, si ça ne dérange pas. Alors, allez-y, commencez, puis il y a 2 autres personnes, et je demande à mes camarades d'être concis et brefs dans les réponses. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, Mathéo du Conseil d'anciens de la jeunesse. Moi, j'avais plutôt une question liée à la démocratie participative. On voit aujourd'hui que les exemples de démocratie dite participative se développent à travers le pays, mais il semblerait que déjà un certain nombre de ces limites, notamment vis-à-vis de l'inclusion des classes les plus populaires, semblent déjà atteintes. Et on sait que sur cette perspective, et même de manière plus générale, bon nombre de citoyens se sentent exclus de la vie, notamment politique, et du coup démocratique, ce qui peut notamment expliquer l'abstention record. Et en tenant compte de ces difficultés, c'est là ma question, comment aujourd'hui on peut gouverner avec tous les citoyens? Je vous remercie. Alors, qui veut se lancer? Thierry Baudet. Juste un mot sur l'inclusion des classes populaires, pour être très concret. Mathilde a dit tout à l'heure que on maîtrisait bien dans notre pays le tirage au sort qui permet de refléter la diversité de la population française. Mais par exemple, sur la Convention citoyenne fin de vie, en bout de course, on s'est autorisé à le redresser, ce tirage au sort, parce qu'on a constaté en effet qu'on n'avait pas, dans les personnes qui avaient accepté de participer, des personnes en situation de grande pauvreté, de grande précarité. Et on a fait appel à ATD Quart Monde. Et par le concours d'ATD Quart Monde, on a réussi à faire participer à cette convention citoyenne 8 personnes en situation de grande précarité. Je ne vais pas développer là pour être très concis. J'ajoute le fait elles sont venues, elles sont restées jusqu'au bout. Et naturellement, le fait qu'elles soient là ne garantissait pas qu'elles puissent participer pleinement aux travaux de la commission. Et on a donc réfléchi à tout le dispositif qu'on pouvait leur proposer pour leur permettre d'y prendre part. Et je considère que de ce point de vue-là, ça a été un vrai succès, me semble-t-il. On avait procédé de la même façon pour la Convention climat. Alors, 2 autres interventions. Madame, nous vous écoutons. 3 autres. 4 autres. Oula, alors allez-y. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour vos échanges très riches. La question que j'avais, c'était est-il envisageable de faire peut-être des débats autoportés, que ce soit avec le CESE? Je sais que ça a été fait avec le Conseil national de l'alimentation en 2022 sur la précarité alimentaire. Ils avaient publié un avis prévenir et lutter contre la précarité alimentaire. Et en fait, ils ont fait des débats autoportés. Il y en a eu 67 au total. Et en fait, moi, je travaille pour Grand Paris Sud. Et on accompagne en fait au service participation un conseil de développement composé de citoyens, donc acteurs et citoyens bénévoles. Ils ont travaillé sur cette question dans une démarche d'aller vers. Donc on a fait un World Café en allant vers des citoyens de l'agglomération et on a mené ce débat. Et ça a ensuite été remonté au CNA pour leur avis. Merci. Thierry, David peut-être? Non, mais moi, je suis tout à fait... Conseil national de l'alimentation, ils ont fait un travail absolument remarquable. Hein. C'est pour moi, des démarches les plus prometteuses parce que justement, il y a un lien entre l'élaboration de la politique publique et l'expérience concrète, mais qui n'est ni de rester vissé sur l'expérience concrète de chacun, ni d'être dans un discours excessivement abstrait et
on va dire, décontextualisé. Et c'est ce chemin de crête dont on parlait tout à l'heure qu'il faut explorer en étant très respectueux de la diversité des contextes sociaux. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur la différence hôpital-école. C'est qu'en fait, ce n'est pas les mêmes contextes sociaux, ce n'est pas les mêmes parties prenantes. Et donc, il faut faire aussi du sur-mesure. Il y a un bras rouge qui s'était levé, voilà. Je vois que les bras d'où je suis, je m'en excuse. Madame. Bonjour, je voulais juste vous dire qu'à Bordeaux, on est en train de tester exactement ce que vous nous avez proposé, ce que vous avez proposé tout à l'heure sur on organise un grand dialogue citoyen dans lequel on a fait une première effervescence, où on a mis en débat le sujet et on a travaillé pour que cette effervescence puisse aboutir au mandat de la Convention. Ce n'est pas du tout facile pour autant, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été produites lors de l'effervescence que la rédaction du mandat a été un exercice excessivement compliqué. Mais c'est quand même hyper intéressant et on pourra partager avec vous les résultats de ça si vous le souhaitez. Vous pouvez nous expliquer d'un mot ce que vous appelez effervescence? Ah oui, pardon. Pour moi, c'est le mode de décomposition d'un cachet dans un verre d'eau. Mais... Oui, c'est ça. On a lancé un grand dialogue sur la question des freins à la lutte contre le changement climatique à Bordeaux. Et ce qu'on a proposé à nos concitoyens, c'est d'avoir 6 mois sur lesquels justement on mettait en débat ces sujets. Donc en faisant des allées verts, en organisant des temps comme des conférences, mais aussi on a été voir nos concitoyens dans les quartiers lors des conseils de quartier, mais on a été aussi les voir avec nous. On a un parlement mobile en bois qu'on installe dans les quartiers tous les ans, et donc on a pu justement aller poser des questions aussi sur le sensible du changement climatique. Et donc voilà, pendant 6 mois, on a récolté de la matière, on a demandé aussi des contributions sur Internet, et ça, on a appelé ça l'effervescence. Mais mon intervention, elle était aussi un petit peu sur un élément différent dont vous avez un petit peu parlé, c'est la question de, finalement, quand on demande la participation à nos habitants, on demande de partager le pouvoir. Vous l'avez abordé à plusieurs d'entre vous l'ont abordé, et pour moi, ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire se dire finalement qu'on partageait le pouvoir, ça veut dire que les élus sont obligés de réfléchir autrement, ça veut dire que les administrations sont obligées de réfléchir autrement, et ça, c'est un travail de longue haleine, et surtout, c'est un travail qui demande finalement à ce qu'on repense en interne aussi nos gouvernances. Comment accepter que la gouvernance soit une gouvernance partagée avec nos concitoyens si à l'intérieur de l'administration, on est hyper vertical? Et ça, c'est contradictoire, et c'est pareil pour les élus. Merci beaucoup. Je pense que ça fait pas mal écho à ce qu'a dit Patricia. David souhaite dire un mot, et Patricia, si tu veux réagir. Je veux dire un mot sur un truc super important, parce que tout à l'heure Mathilde disait ZFE, ZAN, etc., en partie à cause du gouvernement. Moi, j'ai une vision un peu différente, c'est qu'en fait, on se fixe des objectifs très ambitieux, et on a raison, de zéro artificialisation, de ZFE, mais sans penser en fait la mise en œuvre concrète et l'association des gens à la mise en œuvre. Et ZFE, c'est très variable, les situations sont très variables d'une agglomération à l'autre. Et je vais vous donner un exemple de très mauvaise utilisation de la démocratie consultative. C'est ce qu'a fait le Sénat. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'a fait le Sénat. La Commission du développement durable du Sénat a dit « Tiens, on va faire une consultation sur les ZFE », donc avec un questionnaire qui a été, auquel 53 000 personnes ont répondu. Alors, il faut voir les questions. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à acheter une nouvelle voiture à 40 000 € pour rentrer dans les normes? Donc, évidemment, 96% des gens ont dit « La ZFE, c'est catastrophique, il faut sortir de ça ». Ça, c'est de l'instrumentalisation de la participation citoyenne. Ce qu'il faut faire sur les ZFE, c'est plutôt à l'échelle de chaque agglomération, parce que chaque contexte est différent, travailler avec les artisans et se lancer dans ce que tu appelles de tes voeux aussi, dans une vraie négociation, de voir qu'est-ce qu'on garde, comment on compense, comment on accompagne, etc. Sinon, David, évidemment, on va dans le mur. Tu m'avais promis un mot. Patricia. Je crois que vous avez absolument raison, c'est exactement ça le problème, c'est de repenser le pouvoir et de repenser aussi le gouvernement. Et donc la question c'est d'où vient le changement? Parce que s'il y avait une véritable peur de contrôle et peur de pouvoir dans le sens traditionnel, la question c'est est-ce que c'est seulement une question de volonté politique qui manque ou c'est plus? Donc, je considère qu'il faut avoir un changement culturel, mais aussi, comme je dis avant, structurel, c'est-à-dire redéfinir, redesign les structures de l'administration publique et du gouvernement. Mais aussi, évidemment, la posture dans le Parlement où on ne peut pas envisager d'avoir un débat plus constructif qu'au-delà des clivages des partis. Et donc la question vient... D'où vient le changement? J'y cru qu'il y a en Allemagne
une volonté politique de reformer l'État, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour différentes raisons, je ne sais pas, en France. Et donc la question, c'est d'où vient le changement. Et maintenant, je crois plus fortement que jamais qu'il doit y avoir une alliance, des alliés forts de la société civile et d'autres acteurs aussi économiques, etc., qui peuvent aussi envisager de faire eux-mêmes des processus participatifs, co-créatifs avec différents acteurs qui ne dépendent pas de l'État simplement. Merci Patricia. Sophie Guillain, de Respublica, notre partenaire. Alors le micro ne fonctionne pas. Oui, merci. Alors j'ai été une des modestes animatrices de la Convention citoyenne pour le climat, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais revenir, parce que finalement, à vous écouter les uns et les autres, on a beaucoup parlé de dispositifs qui sont des dispositifs d'une certaine manière captifs, que ce soit les conventions citoyennes ou avec des acteurs, des gens qu'on arrive à réunir, soit parce qu'on les a sélectionnés, qu'on les indemnise, etc. Mais c'est au quotidien, en tant que praticienne de la participation, je souffre aussi, enfin, je vois tous les travers, que ce soit parce qu'on est mal connecté à la décision, au projet public, etc. Mais ce qu'on arrive à faire maintenant là, dans des recherches ou des projets européens qu'on fait avec 12 pays, 12 territoires de pays européens, c'est de co-designer avec des élus, avec des agents, avec des citoyens, avec des acteurs, de co-designer les dispositifs. Et qu'est-ce que nous disent les citoyens dans ces dispositifs ? Ne nous demandez pas, même si vous nous indemnisez, et ce n'est pas toujours le cas d'être indemnisé quand on participe à un processus complexe ou long, ne nous demandez pas de nous investir autant que ça. On peut aussi et on veut aussi avoir un geste simple, faire un clic. Même, on en a parlé hier et ça a été un peu démonté comme étant quelque chose qui ne va pas, qui ne permet pas d'aller au niveau de la délibération et de la qualité des échanges dont on parle ici. Mais c'est quand même un geste. Une réunion publique, on les décrit, c'est quand même un moment d'information et de partage. Et puis la chose qu'ils nous disent aussi, c'est venez vers nous. C'est-à-dire que allons organiser les débats qu'on a là, en bas, là où il y a du monde. Allons à des endroits dans les collèges, dans les lycées, avec justement des moments où on prend l'opportunité d'autres rassemblements pour introduire le débat, la discussion, etc. Et ces moments-là, tous réunis, fabriquent un continuum. On a parlé d'un continuum démocratique, mais il est de plein de sortes, ce continuum. Il est territorial, au sein de, finalement, ou qui peut réunir différentes instances, différents lieux, différents moments, différentes opportunités. Il est interscalaire, il est national, régional, métropolitain, tout ce qu'on veut. Il est entre la représentation et les citoyens. Enfin, voilà. Donc, en gros, c'est ce complexe de moments hyper simple et beaucoup plus élaboré qui fait qu'on arrive à toucher une diversité sans avoir toujours les moyens, parce que ce qu'on entend toujours, c'est ça prend du temps, ça coûte cher, et nous, nos échéances, elles ne sont pas à ce niveau-là. Ok, merci pour ce témoignage, Sophie. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent réagir. C'est plus une contribution à la discussion. Vous êtes d'accord ? Oui, on est d'accord. On va voter, Sophie. Qui est d'accord ? Voilà, bon, c'est bon. C'est bon. Non, mais je pense que vous avez, vous, professionnels de l'animation de tous ces dispositifs, vous avez comment dire, un capital d'information sur ce qui se passe avec les citoyens et sur comment les citoyens sont changés aussi par ces expériences qui mériteraient d'être, je dirais, formalisés et livrés à la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? On en prend une dernière. Monsieur, nous vous écoutons. Allô ? Allô ? Oui. Alors, merci bien pour vos interventions. Je suis content de m'être levé ce matin. Je me lève pour être vu. Vous êtes levé 2 fois, alors. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est finalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 conventions citoyennes au niveau national qui ont été mises, certes imparfaites, mais si j'ai bien compris, elles ont quand même le mérite d'exister. Et alors moi, j'avais une proposition au président du CSE. Pour éviter tous les écueils que vous avez soulevés, n'y aurait-il pas intérêt de créer une convention citoyenne pour penser les nouvelles conventions citoyennes, ce qu'elles doivent être jusqu'au bout
Est-ce qu'on devient électeur est-ce qu'on est élu du peuple lorsqu'on est en convention citoyenne? Il y aurait peut-être moins d'écueils et moins de frustration, parce que j'imagine que quand seulement 10%, et on verra ce que donnera le projet de loi sur la convention citoyenne de fin de vie, j'imagine qu'il y a une forte frustration lorsque seulement 10% de son travail est retenu. Alors Thierry, une méta-convention, tu achètes? Alors, actuellement, sur le site de pétition du CESE, il y a effectivement des pétitionnaires qui demandent à ce qu'il y ait une réflexion sur les nouvelles formes démocratiques. Non, moi, en vous entendant, ce que je retiens, c'était Mendes qui disait « il ne faut pas confondre la conviction démocratique et les instruments de la démocratie ». Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le désir de démocratie, il est toujours là et qu'il faut réfléchir aux nouveaux instruments de la démocratie qui vont permettre aux citoyens de participer. Et c'est de tout cela dont nous sommes en train de parler. Moi, il y a juste un mot, je voudrais dire, c'est reprendre une de tes premières interventions, Mathilde. On parle souvent de la défiance des Français à l'égard des politiques et des institutions, mais moi, ce qui me frappe, c'est la défiance des institutions et des politiques à l'égard de la société civile et des Français. C'est ça qui est très, très, très marquant. Et Mathilde a dit à droite sur l'échiquier politique. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est globalement sur l'ensemble de l'échiquier politique. Et en fait, aujourd'hui, on a des politiques, alors qu'on connaît l'état des partis, mais on a néanmoins des politiques qui considèrent, alors que nous sommes dans une démocratie qu'on voudrait moderne, que le citoyen se résume à l'électeur, se réduit à l'électeur, et qui pensent que la démocratie représentative est toute la démocratie, alors que ce n'est pas le cas. Dans une démocratie moderne, il faut faire de la place à la démocratie sociale, il faut faire de la place à la démocratie environnementale et à la démocratie participative. Et on en est très loin. Je vais juste dire, moi, ce qui me frappe, c'est les émeutes urbaines. En un mot, Monsieur le Président. Oui, mais les émeutes urbaines. Et après les Gilets jaunes, vous avez vu, quand il y a eu les Gilets jaunes, on a pensé que peut-être il fallait écouter nos concitoyens, on a fait le grand débat national. Est-ce que parce que ce sont nos concitoyens des quartiers qu'on considère que ce n'est pas utile de les écouter? Moi, j'ai entendu toutes les formations politiques apporter leurs réponses. Alors, je vais être caricatural, il y en a que je préfère à titre personnel. Il y en a qui disent un jeune, un policier, une prison. Il y en a d'autres qui disent un jeune, un emploi, une rémunération. Mais quelles que soient les interventions des uns et des autres, ils ont tous leurs réponses à apporter. Personne ne pense qu'il est utile d'avoir une phase d'écoute des habitants, de nos concitoyens des quartiers. Ben moi, je me dis qu'on est encore très loin et que le premier changement, c'est un changement culturel qu'il faut vraiment opérer. Merci Thierry. On va donner le dernier mot à Patricia. Si, tu me disais à l'oreille un truc qui intéresse tout le monde. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris la question du monsieur, c'était si on ne pourrait pas faire une convention citoyenne sur la démocratie et sur la démocratie participative. Bon, on a fait ça en Allemagne au niveau national. C'est une agence de la société civile qui a fait ça, mais avec l'accord, disons, du Parlement. Selon moi, ça aboutit à nulle part. Parce que les résultats, les propositions étaient pas très stupéfiantes. Il n'y avait pas beaucoup de grandes idées. Et pourquoi? Parce que je crois que l'administration publique et le gouvernement, c'est quand même une black box. Et pour les chercheurs, mais aussi pour les citoyens. Donc ce n'est pas étonnant, il faut avoir quand même une compréhension profonde du fonctionnement de l'État. Et je considère que c'est beaucoup plus riche de partir des plein d'expériments que David et d'autres ont vécu, moi-même, en Europe, même à la Commission, pour tenir stock et voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et de faire l'État d'une manière qu'il apprend constamment comme facilitateur et change au fur et à mesure avec des expériences déjà vécues. Merci beaucoup Patricia. Eh bien, il est temps de clore cette table ronde qui a déjà un peu de retard. Je veux remercier, attendez pour les applaudir, je veux remercier nos 4 invités parce que vous l'avez peut-être perçu, ils font partie des plus grands innovateurs au présent, là, d'aujourd'hui, là où ils se trouvent, et je suis vraiment très heureux d'avoir pu les réunir. Et maintenant, vous pouvez les applaudir. Merci.